déjà vu dans les topos précédents. Qu'est-ce qu'on fait dans l'après et pourquoi on parle autant de ça? Eh bien sûr, c'est en raison en particulier de la crise des opioïdes aux États-Unis. Alors, il faut pondérer un peu, s'approprier le sujet, parce que vous voyez que entre l'augmentation des opioïdes dans la population aux USA et la France, on n'est pas dans la même gamme. Et également pour les décès qui sont imputables aux USA versus France, il n'y a pas de comparaison. Et dans les habitudes aussi post-opératoires et de prescription, où aux USA, alors c'est bien sûr, il se calme, d'où la littérature. Il y a 90% des patients en post-op avaient des morphiniques, même pour une verrue, d'accord, pour une chirurgie tout à fait bénigne. Alors, donc ça va être notre réflexion par rapport à ça. On en voit dans la littérature des conséquences, et y compris évidemment chez nous, avec des patients qui arrivent en préopératoire avec des morphiniques. Donc ça, c'est en ortho. Et surtout ceux qui vont avoir une chirurgie du rachis. Et ça, Dominique a suffisamment, et Valéria ont suffisamment publié là-dessus pour qu'on sache à peu près comment on gère ces patients. Il n'y a pas que l'orthopédie, puisque toutes les chirurgies sont concernées. Mais quand on regarde, en particulier donc, aux États-Unis, vous voyez que les patients après la chirurgie, 12 mois après, il y a quasiment 20%, soit après PTG, soit après PTH, qui ont des morphiniques. Et or, on sait que si on consomme des morphiniques au-delà de 3 mois après la chirurgie, ça multiplie par 6 le risque addictif. Alors, est-ce qu'on peut se comparer avec nos collègues américains, en fait, ou prendre globalement l'Europe? Eh bien, pas trop. C'est pour ça que je vous parlais de nous approprier un peu les conduites à tenir. Quand on regarde le rapport de l'ANSM 2019, vous voyez que ici en rouge, là, c'est les morphiniques faibles, en bleu, les morphiniques forts. Eh bien, vous voyez que l'utilisation en France n'a pas du tout la même allure qu'au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne. Alors, l'Europe est quand même un peu protégée. Vous voyez, dans les experts dans l'European Journal of Pain disent qu'on a peu de chances d'avoir une crise des opioïdes en Europe, parce qu'on n'a pas les mêmes règles de prescription, et que du coup, ça n'est... Enfin, ça revient à ce qu'on disait de l'OFA, c'est-à-dire que ça ne doit pas nous empêcher de prescrire des morphiniques à bon escient, en particulier pour traiter la douleur du cancer qui est sous-traitée. Alors, on risque rien donc, pas trop, parce que vous voyez qu'il y a une augmentation progressive des causes de décès imputées aux morphiniques en France. Et ce n'est pas les toxicomanes. Vous voyez ici, en rouge, c'est l'héroïne et la méthadone pour la substitution. En fait, il y a une augmentation tranquille du nombre de décès imputables aux opioïdes dans la population générale. Alors, là, on l'a déjà dit, vous l'avez vu, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une augmentation de la morbimortalité dans dans certains critères. Vous avez vu l'âge, le sexe, le mauvais état général, le cancer, anxiété, dépression, l'alcool, etc. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais pour en revenir à l'attitude de prise en charge des patients en périopératoire, là, je vous rappelle, ça marche plus, Algosphar en 2021, je trouve un peu optimiste, puisque en fait, par rapport à ce que disait Frédéric tout à l'heure, il y a 80% des patients SSPI qui semblent peu douloureux, ce qui est... voilà, donc on est super fiers. Et par rapport aux pays anglo-saxons, vous voyez qu'une grande majorité des patients, 70%, ont reçu au moins 2 antalgiques, c'est-à-dire on utilise franchement l'analgésie multimodale, ce qui n'est pas le cas chez nos voisins.
Et les doses, donc Frédéric vient de vous en parler, finalement la dose médiane de morphine en SSPI est de 10 mg, c'est-à-dire vraiment, pardon, en SSPI et jusqu'à la fin de 10 mg, ce qui, bon, moi, m'a fait un peu sursauter parce que ils consomment vraiment pas beaucoup, quoi, finalement. Et dans mon quotidien, c'est pas tout à fait ce que je vis. Est-ce que, euh, du coup, puisqu'on est dans cette prescription post-opératoire, et si on se compare encore avec nos collègues anglo-saxons, qui prescrit pour la première fois des morphiniques aux USA, eh bien, c'est les neurologues et les anesthésistes, avec des risques d'utilisation d'opioïdes à 20-21%. Par contre, en France, eh bien, ceux qui initient le traitement et ceux qui le poursuivent après la chirurgie, ce sont les généralistes. Soit pour les opioïdes faibles, vous voyez, 70%, soit pour les opioïdes forts, de la même façon, 50%. Ce sont les médecins généralistes qui prescrivent et donc, en quelque sorte, qui constituent une sorte de cible pour l'organisation dont nous parlerons. Il y a aussi un élément assez intéressant, c'est la variabilité des prescriptions. Quand vous voyez pour une même chirurgie, eh bien, pour une mammectomie, eh bien, le nombre de comprimés moyens prescrits va aller est de 20, mais ça va de 0 à 50. Puis regardez ici, hernie inguinale sous la paro, de 15 à 120. D'accord ? Et donc, ce que faisaient remarquer les auteurs de cette étude, c'est que non seulement il faut prévenir les patients, les soignants, et les inciter à réduire les prescriptions de morphine post-opératoire, mais aussi c'est la quantité par prescription qui a souvent été un peu oubliée. Donc ici, voilà une autre étude qui montre la disparité de la quantité de comprimés qui est prescrite par enfin en post-opératoire. Alors, on a vu tout à l'heure que l'enquête anglo-saxonne, enfin tout allait bien, mais quand même, est-ce qu'on fait tous la même chose et de la bonne qualité? En fait, quand on regarde sur 21 000 patients, 138 établissements, eh bien, les auteurs de cette étude faite en Allemagne montrent que, en gros, il y a des hôpitaux meilleurs, enfin, des hôpitaux meilleurs que les autres. Et que il y a la différence entre les pires et les meilleurs sur le VA est de l'ordre de 50%. Ça ne dépend pas de l'intervention, là il y a différentes interventions. Donc évidemment, enfin pardon, pas évidemment je retire, mais il y a une augmentation de l'intensité de l'insatisfaction dans les hôpitaux universitaires et les centres spécialisés. Donc peut-être qu'on banalise dans les centres spécialisés la chirurgie qui est faite. Et par contre, on a une amélioration de la satisfaction et de la fonction. On y reviendra sur s'il y a une information du patient sur les traitements et s'il y a une charte du patient. Et donc, quand on voit, donc là, on a parlé de la douleur et je vous parlais de la récupération. Et en fait, il y a aussi, j'ai trouvé pas mal, on a peut-être des préjugés ou juger des chirurgies plus douloureuses que d'autres. Et c'est toi, Valéria, qui le faisait remarquer, je crois, tout à l'heure. Eh bien, ce que dans cette étude en gynéco-obstétrique, finalement, eh bien, c'est les kystes de l'ovaire, la chirurgie micro-invasive et les césariennes qui sont à risque de fortes douleurs post-op, alors que ce ne sont pas des chirurgies majeures. Et que les facteurs de risque, c'est l'âge, la douleur chronique et la chirurgie après 16h30, peut-être pas, voilà, diminution de la disponibilité des équipes. Et donc, il relève des choses qui nous paraissent évidentes, mais que s'il y a une douleur forte, eh bien, il y a une augmentation des nausées et vomissements, mais une baisse de la mobilisation qui est de l'ordre de 50% par rapport aux patients qui ont une douleur inférieure à 5. Et donc, on a, et s'associe tous les critères
qu'on veut éviter, c'est-à-dire la respiration, les troubles du sommeil, l'humeur, la fatigue, nausées, vomissements, etc. Et donc, en fait, ça va vers la notion d'une individualisation dont on reparlera tout à l'heure. Je vais passer sur la douleur chronique post-chirurgicale rapidement, puisque on vous en a largement parlé. Il y a les recos de l'ASFAR, et juste de voir que, par exemple, une arthroscopie, ben, il y a 23% de risque de douleur chronique post-chirurgicale, quoi. La cholécystectomie et la hernie sous plate, c'est quasiment 1 sur 2. Moi, j'en vois beaucoup en centre antidouleur. Et en fait, ce que je remarque, c'est que c'est très difficile de sensibiliser nos chirurgiens. Moi, je reçois des patients avec, ça fait 6 mois qu'ils ont mal, depuis 1 an, ils ne peuvent pas marcher après une hernie ou n'importe quoi, ou une prothèse. Et et les chirurgiens, je ne sais pas, ont une sensation d'échec, ou ne relèvent pas ça et ne les adressent pas au centre antidouleur. Donc voilà une autre piste de réflexion. Et donc, finalement, quand on regarde, on a bien cerné, nous, les conditions préopératoires pour optimiser l'état de nos patients. En périopératoire aussi, on n'est pas si mal. Même si on discute, je fais la Ketal, du Dexdor, je sais pas quoi, bon, voilà. Mais on réfléchit. Par contre, il n'y a pas beaucoup de choses pour la sortie du patient. Et il y a encore moins de choses pour, je dirais, de procédures pour le long terme. Donc, il faut bien penser que il y a une nécessité d'une prise en charge dans un continuum pré, per, post, sortie et à distance pour voir si tout va bien. D'accord. Comme disait Valéria tout à l'heure, en fait, on est au bloc, pif pif, on endort, on réveille et voilà. Ben non. En fait, on a le pré-op, on a le post-op et notre prise en charge doit s'élargir plus largement. Et que l'utilisation prolongée des opioïdes, comme la douleur chronique post-chirurgicale, eh bien, doit être considérée comme une complication post-opératoire. Et donc, comment s'organiser pour faire ça? Alors, bien sûr, l'analgésie multimodale, on en a parlé. Il y a une sorte d'imprévisibilité, comme le disait Valéria, c'est-à-dire que même pour une biopsie, tu disais, on peut avoir une douleur chronique chirurgicale. Donc, il y a forcément une adaptation individuelle au patient qui va être limitée dans le temps, vous l'avez vu avec les arguments, et avertissement pour la prescription vis-à-vis des médecins généralistes qui, eux, ne connaissent pas la chirurgie et vont peut-être avoir tendance à prescrire, et un suivi téléphonique du patient. Et donc, il y a des études ou des publications sur cette prise en charge qu'on appelle prise en charge transitionnelle. Donc, on a d'abord la phase pré-op où on va repérer les patients à risque ou douloureux et on va à ce moment-là faire intervenir les spécialistes et l'équipe douleur. Ensuite, en périopératoire, on va avoir un protocole adapté aux patients. Et si jamais, comme on en parlait, il reste douloureux en post-op immédiat, à ce moment-là, c'est les équipes mobiles douleurs qui vont pouvoir venir pour améliorer, optimiser le traitement et faire intervenir donc les psychologues, par exemple, et travailler avec les kinés. Et puis, évidemment, mettre en place peut-être des méthodes non médicamenteuses. Et ensuite, ces patients-là, en post-discharge, c'est-à-dire à la sortie, vont être ciblés avec un médecin référent et vont avoir des prescriptions après avoir vérifié les risques, l'absence de risque d'addiction. On va leur proposer donc des techniques non médicamenteuses qui ont montré leur efficacité, et puis surtout un suivi bien ciblé de au bout de 3 jours en post-op, et ensuite toutes les 2 ou 3 semaines un suivi téléphonique jusqu'à ce qu'ils aient une dose normale.
Alors, il y a cette prise en charge, si vous voulez, elle peut être exprimée par la RAC, où la RAC, tout est vraiment a été procéduré. Et si on considère la RAC comme la récupération améliorée après chirurgie et pas accélérée, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui accélèrent la RAC et en fait, quand on voit une RAC bien pratiquée, eh bien, on voit qu'il y a une franche diminution de la consommation des opioïdes, enfin longtemps, y compris 1 an après la chirurgie. Alors après, évidemment, comme pour tout traitement de la douleur, la prise en charge doit être individualisée. Donc, dans cette étude, par exemple, le groupe normal a 30 comprimés d'oxycodone à 5 mg, ce qui fait à peu près 6 comprimés par jour pendant une semaine. Et les autres ont une prescription individualisée selon leur consommation post-op grâce à une régression linéaire. Et on regarde la consommation à 2 semaines. Et en fait, finalement, eh bien, la prescription adaptée comme ça fait qu'on va prescrire 2 fois moins de comprimés que dans le groupe normal et que le groupe individualisé va consommer ensuite 50% de moins que le groupe normal. Ils ont une douleur bien, enfin, ils n'ont pas de douleur, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Et il y en a autant qui prennent rien, d'autres qui prennent tout. Vous voyez que le nombre de prises utilisées est de 60%, parce qu'il y a un élément important, c'est de trop prescrire fait que les patients conservent dans leur pharmacie des comprimés qu'ils peuvent utiliser. Et donc, c'est cette juste adaptation qu'il va falloir viser. Ensuite, il y a des méthodes modernes, je dirais, avec des applications qu'on peut proposer. Je trouvais cette étude intéressante chez les PTG. Donc, le premier groupe, il est bien pris en charge, si on veut. Il y a une réunion d'information, ils ont un livret, ils peuvent contacter la clinique 7 jours sur 7, 24 sur 24. Mais le groupe 2, il a une application sur smartphone où ils vont mettre leurs commentaires chaque jour et plusieurs fois par jour. Et l'application va leur conseiller l'utilisation des produits d'analgésie. Ils vont avoir des exercices à faire en visio, c'est des PTG. Hein. Après, on va les inciter. Voilà, elle est là, ta bouillotte. Tu vois. Donc. Voilà, mais je ne l'ai pas rajouté, hein, j'y crois. Et donc, on va leur proposer de la glace ou, voilà, c'est-à-dire des techniques non médicamenteuses, mais qui font du bien, comme Valéria l'utilise à la maison, elle a avoué, le repos, l'immobilisation, etc. Et en fait, quand on regarde, eh bien, entre les deux groupes, il y a quasiment un quart de moins de doses cumulées d'opiacés. Ils utilisent plus de paracétamol. Et dans le sous-groupe du groupe 2, qui est vraiment motivé, qui fait vraiment les exercices, eh bien, on a presque 50% de moins d'utilisation des morphiniques. Et c'est là, si vous voulez, l'intérêt de tenir compte de la fonction plus que de la douleur. Alors, les produits, j'accélère, puisqu'on en a parlé. Le tramadol, bof, quoi. Il y a un effet plafond, c'est le cytochrome 2D6, donc puis il y a des interactions. Et en même temps, c'est celui qui provoque le plus de dépendance avec des signes de sevrage dès les premières prises et pour des doses faibles. Donc les gens vont le prendre même s'ils n'ont pas mal. Et c'est le premier antalgique impliqué dans les décès liés à la prise antalgique devant la morphine. Et c'est le deuxième antalgique qui est retrouvé sur les ordonnances falsifiées. Donc, voilà, c'est bon, voilà. Voilà. Et ensuite, les rocosphars pour les paliers 3, eh bien, c'est la morphine qui est la référence, toujours en ELI, la voie orale, bien sûr, et l'oxycodone qui est équivalent à la morphine. Sauf que il faut tenir compte de l'équianalgésie. C'est-à-dire qu'ils sont d'une efficacité comparable, mais l'oxycodone est 2 fois plus puissant que la morphine. Et donc, 5 mg d'oxycodone égale 10 mg de morphine. Vous ne pouvez pas faire l'équivalent. Et
donc, sur le plan international, il y a des recos. Je vous ai surligné les trucs importants. Donc, au Royaume-Uni, là, c'est un vrai problème de santé publique. Il propose le modèle transitionnel. Et vous voyez que consensus international, c'est là, j'en reviens, évaluer la fonction plutôt que la douleur. C'est-à-dire que les deux éléments doivent être pris en parallèle. Limiter le nombre de comprimés, conseil de déprescription, éviter les renouvellements automatiques et peut-être faire demander aux patients de rapporter les comprimés qui n'ont pas été utilisés et la meilleure formation des soignants. Après, l'HAS dit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut informer le patient qu'on va diminuer progressivement les traitements, limiter à 15 jours max la prescription d'opioïdes et réévaluer le patient et la coopération entre les soignants. Et la SFETD, donc, dit la même chose, c'est-à-dire que tous les opioïdes semblent identiques et qu'il y a des limites, d'accord ? C'est-à-dire que si le patient n'est pas soulagé au-delà de 3 mois ou qu'il a ni sur la fonction ni sur la qualité de vie, ça, il ne faut pas continuer. Et que si on a une persistance de la douleur malgré une augmentation de posologie, et si on dépasse ou on atteint 150 mg d'équivalent morphine, et au-delà de 3 mois de traitement, c'est le centre antidouleur. Et je vous rappelle que ça, à la louche, c'est oxynorme 10 mg x 6. Ensuite, à chaque prescription, donc, on va vérifier qu'il y a l'absence de risque d'addiction. Donc, il y a l'opioïde risque tool, surtout en préopératoire. Et ensuite, le questionnaire POMI, où on va demander si le patient il a tendance à se lever, à aller chercher les comprimés, ou est-ce qu'on lui a déjà dit qu'il en prenait trop. Voilà. Et donc, ça, c'est des recherches, de rechercher les risques d'addiction. Et donc finalement, en conclusion, en fait, on n'est pas sûr que le risque est moindre en France, on est toujours un peu en retard par rapport aux États-Unis. Mais en tout cas, on peut se préparer, anticiper, surtout investir cette partie de la prise en charge qui, pour l'instant, n'est que peu investie avec cette prise en charge, non seulement pour la sortie, mais à distance. Et puis, il faut savoir que c'est la porte d'entrée de l'addiction, c'est même après une chirurgie mineure, et qu'il y a un risque, c'est la diminution, on nous force à diminuer la durée de séjour, qui fait que, voilà, il n'y en a pas forcément des patients soulagés qui sortent de l'hôpital, et la RAC mal comprise, vous voyez, voilà. Et donc, je pense qu'il faudra se pencher sur procédurer le suivi, c'est pas un joli mot, mais comme on a fait des procédures pour le préopératoire, c'est-à-dire d'intégrer des services ou de créer des services transitionnels, de faire un suivi systématique à J15. Je ne sais pas, par exemple, en orthopédie, dans mon service, eh bien, les patients sont revus par les chirurgiens à 1 mois. Voilà, c'est insuffisant, y compris avec les recours de l'HAS. Voilà, sensibiliser les chirurgiens qui en fait regardent leurs prothèses et regardent les radios, mais pas forcément la fonction. Et encore une fois, c'est Valéria qui en a parlé, l'importance d'anxiété, dépression, troubles du sommeil, c'est-à-dire tous les facteurs psychologiques qui doivent être pris en charge, que j'ai mis là, qui sont des facteurs de pérennisation de la douleur. Et puis donc procédurer ces prescriptions, donc l'analgésie multimodale systématique, limitée dans le temps d'accord, mais aussi dans la quantité de pilules, et peut-être de mettre systématiquement sur les ordonnances que pas de renouvellement systématique. Je l'ai mis là parce que je ne l'avais pas dit ailleurs, mais jamais de morphine ultra rapide. Jamais, c'est interdit. Et renforcer la formation et l'information des médecins généralistes. Et là, j'ai marqué médecine alternative et complémentaire, technique non médicamenteuse, parce que je suis responsable d'un DU de santé intégrative, donc forcément, en espérant qu'elles seront considérées, prises en charge dans la T2A. Voilà, je vous remercie.